Bien, bienvenue à tous. Merci d'être là et d'avoir choisi le point de situation sur l'ouragan Irma plutôt qu'un superbe déjeuner dans dans les cafétérias avoisinantes. On est ensemble pendant 45 minutes pour parler donc de l'ouragan Irma qui, vous le savez, a dévasté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy au tout début du mois de septembre. Nous allons découvrir en détail comment les secours se sont déployés et ont travaillé concrètement sur le terrain. Et puis nous verrons comment ils sont encore organisés aujourd'hui, puisque effectivement, 6 mois après la catastrophe, eh bien, il y a encore des acteurs du secours sur place. Alors on va en parler avec nos deux invités qui vont vous présenter en images tout ce qu'ils y ont fait. Florent Vallée va commencer, qui est directeur de l'urgence et des opérations de la Croix-Rouge. Et puis nous aurons Marie Bonnet, qui est psychanalyste, psychothérapeute et anthropologue à l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile 7 à Brignoles, et qui va nous parler, elle, spécifiquement du sas de décompression psychique pour les secouristes qui ont œuvré sur place. Voilà, ils auront chacun 20 minutes de présentation à peu près, et ensuite on passera le micro donc dans le public pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Voilà, Florent Vallée, c'est à vous. Merci. Merci. Bon, comme vous voulez. Tant que je vois la présentation, c'est bon si j'ai besoin de mon aide-mémoire. Il s'est fait tellement de choses sur Irma que je vais me servir d'une présentation pour une fois. Déjà, je pense qu'au départ, en fait, il faut bien être clair sur... par rapport à cette opération, ce n'est pas une opération comme les autres. Comme beaucoup d'opérations, c'est tout ce qui s'est fait, et même ce qui s'est fait pour la Croix-Rouge, c'est aussi parce qu'il y a un ensemble d'acteurs qui a travaillé. Et c'est un ensemble d'acteurs sur place qui ont permis d'avancer tous ensemble et de réussir autant que possible un certain nombre d'actions. Et c'est ce maillage global qui est important à retenir, qui est important à se dire que sans ce maillage des différentes forces qui ont pu être sur place, on n'aurait pas fait grand-chose parce qu'on avait besoin des uns et des autres. Alors déjà, pour se rappeler les petites Antilles, le contexte, on est dans les Antilles, il y a Saint-Martin, à côté de Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Si vous redescendez un petit peu, vous avez la Guadeloupe, la Martinique, mais vous avez aussi les pays étrangers. Depuis 2004, nous avons une plateforme d'intervention régionale, Amérique-Caraïbes, la PIRAC, qui est sur la zone, qui intervient essentiellement auprès des autres sociétés nationales, enfin auprès de la Croix-Rouge française bien évidemment, mais qui accompagne surtout les pays de la zone, notamment la Dominique, Antigua-Barbuda, les Kitts, Haïti, etc., enfin tous les pays de la zone. Et donc on a déjà des forces qui sont présentes au quotidien sur de la situation d'exception, prêts à répondre à la situation d'exception sur la zone, puisque c'est une zone qui est particulièrement frappée, notamment Haïti depuis 2010, avec le séisme qui est très largement frappé. Donc c'est aussi important puisque c'est ce qui donne aussi une facilité de réponse pour nous à un moment donné. C'est des conditions d'intervention difficiles. Saint-Martin, vous êtes sur une île, vous êtes sur un caillou qui est réparti entre deux pays, la Hollande et la France, bien évidemment. Des actions qui se font quand même sur place, qui permettent un déploiement rapide, avant même le passage, puisque vous avez déjà, pour nous en tout cas, une délégation territoriale qui est sur place. Donc vous avez des gens de la Croix-Rouge qui sont au quotidien à Saint-Martin, qui font des actions au quotidien, aussi bien bénévoles qu'établissements, qui vont accompagner la population, ce qui fait que de par cette configuration, après le passage du cyclone, vous avez des actions qui sont immédiatement mises en œuvre. C'est aussi un choix stratégique de la Croix-Rouge française, à un moment donné, de dire c'est pas une catastrophe comme les autres, donc la réponse va être importante. On a mis des moyens importants et conséquents qu'on va voir ensuite sur cette réponse, et on va pas la prendre comme on va pas répondre à cette catastrophe comme un ouragan, comme une tempête en France, que ce soit la tempête Xynthia ou la neige qu'on a pu voir, ou les inondations où tout le monde participe encore actuellement. On ne va pas du tout réfléchir de la même façon, on va réfléchir comme si on était sur un théâtre d'opération extérieur, complètement extérieur à la France, donc où on va se considérer en partie qu'on est à l'international pour déployer un certain nombre de ressources et de moyens. Donc on va impliquer pour ça tous les acteurs de la Croix-Rouge, aussi bien les acteurs salariés que des acteurs bénévoles, mais aussi toutes les disciplines. Donc dans les acteurs salariés, vous avez un certain nombre de disciplines qui existent, puisque la Croix-Rouge française, c'est 18 000 salariés et 650 établissements répartis sur le territoire, aussi bien dans le médico-social que dans le social. Donc c'est une expertise qui existe. C'est aussi des équipes de réponse à l'urgence qui participent à un mécanisme au mécanisme international du mouvement des Croix-Rouges, qui sont spécialisés dans la distribution de biens non alimentaires, dans le traitement de l'eau, mais aussi dans tout ce qui est dispensaire qui n'a pas été déployé là, puisque ce n'était pas nécessaire, puisque c'est une action qui était menée par l'État. Pour rappel,
Irma, c'est pas juste un cyclone, c'est Irma, Maria, José. C'est une complexité parce que vous êtes loin. Pour pouvoir aller à Saint-Martin, vous passez par la Guadeloupe ou la Martinique, dans le meilleur des cas. Vous n'avez pas d'autres possibilités. Euh, c'est euh, c'est donc un enchevêtrement de catastrophes, un enchevêtrement d'emmerdements, pour être très clair, qui va systématiquement tout bousculer. Mais bousculer l'organisation, les organisations dans son ensemble. Il se trouve que, de par notre plateforme, de par l'habitude de cette zone, nous sommes alertés très vite de la formation de ce cyclone. Donc en fait, le 1er septembre, on est déjà en réunion. Alors, je peux commencer à noter. Ouais, c'est ça, le 1er septembre, le vendredi 1er septembre, on est déjà en réunion en train de se dire qu'il y a un problème, il y a un cyclone qui arrive sur la zone. Le 1er septembre, le cyclone, il est indiqué aller sur la Guadeloupe, tourner un petit peu avant la Guadeloupe, mais on ne sait pas exactement quand et on ne sait pas où il va ensuite parce qu'on est trop loin dans les prévisions. Donc on commence à anticiper cette partie-là. C'est ce qui est extrêmement important aussi dans le déroulé, c'est cette anticipation qui permet aussi de répondre à cette catastrophe et à remettre un maximum de moyens. L'anticipation, c'est aussi préparer nos personnels sur place, personnels qui vont se retrouver dans un cyclone, dans l'œil d'un cyclone, qu'il faut vérifier que les procédures de sécurité sont bien appliquées, qui vont bien pouvoir se retrouver une fois que le cyclone sera passé, etc., etc., tous les protocoles habituels. Après, c'est des choses qui vont très vite, hein, puisque le cyclone passe le mardi 5. Le mardi 5, le mercredi, il y a un premier départ de volontaires depuis la métropole, aux côtés du détachement de la sécurité civile. Le jeudi 7, vous avez la première arrivée à Saint-Martin sur des 8 premières personnes Croix-Rouge venues de l'extérieur. Sauf que vous arrivez sur Saint-Martin le jeudi 7. Le samedi 8, vous avez un truc qui s'appelle José. Donc la première préoccupation du personnel quand il arrive ce jour-là, c'est de trouver un endroit pour s'enfermer. C'est de trouver un endroit pour se protéger, avoir suffisamment d'alimentation pour 72 heures. C'est pas d'aller sauver des vies, c'est pas d'aller faire de la reconstruction, c'est déjà protéger sa vie. Donc on est déjà dans un contexte très particulier. Et en fait, les actions vont vraiment commencer après José. Avant José, il ne se passe pas grand-chose. Les premières actions commencent après le passage de José. Et puis ensuite, de José. Et puis ensuite, vous avez Maria. Chaque cyclone, c'est 36 à 72 heures d'arrêt de tout. Vous arrêtez toute l'aide, tout l'acheminement de l'aide, vous confinez tout le personnel, vous démontez toutes vos installations. Donc, imaginez forcément la complexité du système. Dispositif exceptionnel parce que il faut partir de métropole pour un certain nombre de choses, parce que même si vous avez des bénévoles sur la zone en Guadeloupe, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, hein, il faut pouvoir intervenir sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et forcément sur la zone, on n'en a pas suffisamment. Donc c'est partir de métropole, c'est monter un poste de commandement national avancé sur la Guadeloupe, hein, où en Guadeloupe, on va pouvoir prendre en charge les gens qui sont évacués depuis Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et c'est avoir 2 structures de réponse à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, compléter le dispositif qui est mis en place dès les premiers instants par notre délégation sur place. C'est aussi un volet international, puisque en fait, on va intervenir aussi sur la Dominique et sur Barbuda et Antigua, en soutien aux autres sociétés nationales, Croix-Rouge, enfin, aux pays de proximité, pour venir en soutien soit du mouvement international de la Croix-Rouge, soit en propre auprès de ces sociétés nationales. C'est aussi extrêmement important d'aller là-dessus. C'est important d'avoir ces... Il faut juste que je regarde en fait ce qui est écrit en même temps. Ce dispositif, pour le faire fonctionner, c'est un arbre opérationnel. C'est des choses très simples, hein, qui sont éprouvées, qui sont testées, qui ont été mises en place. Je vous parle de postes de commandement national avancé. Je vous parle de cellules aériennes départementales, en tout cas de postes de commandement sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Mais c'est aussi à Paris une cellule de commandement. C'est aussi un centre opérationnel. C'est aussi une cellule de coordination avec l'ensemble des instances décideurs et des contacts directs avec les plus hauts niveaux de l'État pour pouvoir travailler au plus simple. Mais tout ça, c'est possible parce qu'on l'a travaillé en amont, parce qu'on a passé du temps. C'est de la préparation, c'est de la préparation qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, des choses qui sont testées, qui sont éprouvées tout au long de l'année au travers des différentes catastrophes qui peuvent arriver. Merci. Je vous disais, un PC national en Guadeloupe. PC national en Guadeloupe, c'est bien, vous arrivez, vous voulez monter une structure en Guadeloupe, mais vous la montez où? Vous faites comment? On a de la chance, on a un établissement qui peut nous accueillir, donc on va le mettre dans un établissement. Ah, mais José passe par là, il faut aller vous confiner, donc votre PC national, vous démontez tout, et vous allez mettre dans un autre endroit, parce que vous allez squatter à l'hôtel, enfermé dans un endroit qui est à peu près sécurisé, et puis vous allez monter votre structure là.
Sauf que pendant 72 heures, vous n'avez plus de connexion data, vous n'avez plus de connexion Internet, vous n'avez plus que du téléphone qui marche, donc ça pose tout un tas de problèmes dans la gestion d'ensemble. C'est des problèmes de télécommunication. Télécommunication à Saint-Martin. Quand vous arrivez à Saint-Martin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de radio, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Donc une des premières missions, c'était remonter des télécommunications, en tout cas avoir des télécommunications pour notre sécurité, pour la sécurité de nos intervenants sur l'île et pour pouvoir coordonner les actions. Les actions. C'est aussi se servir de l'ensemble du dispositif et appuyer la fédération, comme je vous disais déjà tout à l'heure. Tout ça, c'est un engagement immédiat de matériel. C'est la chance d'avoir un partenariat avec Airbus à l'échelon international qui nous permet d'affréter un A350. C'est 85 personnes qui partent avec 160 mètres cubes de matériel, donc c'est assez volumineux, mais c'est ce qui nous permettra de mener les actions. Cet avion, il va en Guadeloupe. Une fois que vous l'avez sorti en Guadeloupe, il faut l'acheminer à Saint-Martin. Pour l'acheminer à Saint-Martin, il faut le remettre en conteneur, c'est par des barges. Une fois que vous arrivez les barges à Saint-Martin, il faut décharger les barges, il faut décharger les conteneurs. Vous n'avez rien pour décharger les conteneurs. Vous n'avez pas de Fenwick. Tout se fait à la main. Vous avez des camions. Les camions pour transporter votre matériel. Certains matériels sont relativement lourds, parce que le matériel qu'on voit à côté du bac de la CGM, du conteneur de la CGM, c'est des caisses qui sont relativement lourdes, c'est des caisses de traitement d'eau, c'est du matériel très lourd. Tout ça se fait à la main. Tout s'est fait à la main par les personnes qui étaient sur place, qu'il a fallu récupérer, qu'il a fallu sécuriser. Deuxième enjeu vous venez récupérer au port de Saint-Martin votre conteneur. Certains en parleront beaucoup mieux que moi, mais vous récupérez votre conteneur à Saint-Martin dans le port. C'est génial parce que vous venez pour un conteneur, vous en récupérez 10. Parce que toutes les bonnes volontés des îles avoisinantes sont super sympas. Et ils ont fait des conteneurs, ils ont mis des trucs dedans, vous ne savez pas ce qu'il y a, et ils ont écrit pour la Croix-Rouge. Et donc vous arrivez et vous avez des tonnes de bouffe ou de choses qui vont vous servir à rien, qui arrivent, qu'il faut récupérer, qu'il faut déstocker, qu'il faut libérer de la place dans le port, parce que tant que ces conteneurs c'est dans le port, c'est de l'aide humanitaire derrière qui ne peut pas intervenir. C'est les bâches de la sécurité civile, c'est le matériel de traitement d'eau, c'est tout ça qui ne peut pas arriver parce que le port il est engorgé par le matériel qu'on vous envoyez, que la population vous a fait parvenir, ce qui est relativement compliqué. On a la chance d'avoir aussi un partenariat avec la Fondation Veolia, ce qui nous permet de déployer du traitement d'eau, un partenariat avec Électriciens sans frontières, qui joue aussi un rôle important dans la remise en route de l'électricité dans certains foyers, et puis des renforts de métropole, parce que c'est 2 mois d'intervention, 2 mois sur place, avec des gens salariés qui ont eu la chance de passer 2 mois de vacances à Saint-Martin. Ils ont bien bronzé, ils y retournent bientôt, mais c'est surtout pour Saint-Martin et la Guadeloupe, 130 personnes par jour pendant 2 mois. Donc imaginez la rotation qu'il faut. La rotation qu'il faut mettre en œuvre pour envoyer ce personnel, pour emmener tout le monde sur place et mettre en œuvre les actions. Pour être très simple, l'ensemble des actions qui sont mises en œuvre dans l'action de phase d'urgence, avec le transport des personnes, ça coûte 1,5 million d'euros. Voilà. C'est ce que ça coûte à la Croix-Rouge française aujourd'hui au travers de l'appel à la générosité du public. C'est ce qui a été déployé. C'est 1,5 million d'euros. Donc c'est conséquent, c'est pas rien. On a eu la chance, il y a 17 personnes qui sont parties dans un avion de l'État. Ce sont les seuls qui sont partis dans un avion de l'État. Ils n'avaient pas le billet retour. Donc tout le reste, c'est payé par le dispositif et par l'appel à la générosité du public. C'est des actions sur zone, je vous parlais, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, Martinique. Mais c'est aussi des actions en métropole, parce qu'on a ramené des gens. Une fois que les gens sont arrivés en Guadeloupe, qu'on a accueilli jusqu'à 1000 personnes par jour au centre d'accueil d'impliqués qui était à l'aéroport de Guadeloupe, un certain nombre sont rentrés en métropole. Donc c'est des dispositifs d'accueil aux aéroports de Roissy et d'Orly tous les jours sur des vols commerciaux, donc extrêmement compliqué. C'est aussi des renforts au centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui a été activé pour activer en fait la réponse téléphonique de la cellule interministérielle d'aide aux victimes. Donc c'est aussi un renfort de ce côté-là. Donc c'est aussi 140 bénévoles pendant 7 jours. Donc en tout cas, c'est plusieurs sites de mission qui complexifient l'ensemble. Ça peut marcher, c'est plusieurs sites de mission, que si vous avez une coordination globale, que si vous l'avez préparée, que vous êtes clair avec l'ensemble des acteurs et que vous concentrez cette coordination, cette prise de décision à un seul échelon. Si on n'a pas cet arbre opérationnel, ça ne marche pas à un moment donné, tout le monde se marche sur les pieds. Et ça doit être la diapo où, voilà, il y a le petit film. Plutôt que vous parler plus des actions, moi je vous propose de regarder la télé.
Bonjour à toutes et à tous. C'est depuis le checkpoint de l'aéroport de Saint-Martin que je vous parle aujourd'hui pour vous remercier au nom de toute l'équipe de la Croix-Rouge impliquée sur l'opération Irma et puis globalement toute la Croix-Rouge française pour vos dons. Je voulais vous faire part de quelques chiffres pour que vous compreniez à quoi vos dons servent aujourd'hui. Plus de 2500 personnes ont été accueillies dans les différents aéroports qui permettent le rapatriement des personnes qui souhaitent quitter l'île. Donc ici à Saint-Martin, mais également à Pointe-à-Pitre et puis à Paris, Orly et Roissy. Nous sommes également en train de mettre en place 11 points de distribution d'eau sanitaire. Ça représente environ 55 000 litres par jour qui permettent aux gens de se laver, qui permettent aux gens de faire la vaisselle, de faire la cuisine, un certain nombre d'activités, sachant que l'eau potable, elle arrivera dans un second temps. Et puis c'est également une centaine de familles que nous supportons avec des dons de denrées alimentaires qui ont été achetés justement grâce à vos dons. Ces personnes sont hébergées dans ce qu'on appelle des centres d'hébergement d'urgence qui sont répartis un petit peu partout sur l'île. Et puis enfin, c'est également des bénévoles, une centaine de bénévoles aujourd'hui qui sont impliqués dans cette grande opération, qui sont répartis donc à la fois sur ces centres d'hébergement d'urgence, sur les distributions d'eau, sur le checkpoint, sur l'aéroport, sur un dispensaire, enfin voilà, sur tout un tas d'activités qui n'auraient pas été possibles sans votre support. Voilà, encore une fois, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée sans doute pour vous en France et puis je vous dis à très bientôt. Voilà ce qui s'est fait à Saint-Martin en résumé. C'est un résumé des 15 premiers jours de ce qui s'est fait. Par la suite, ça a continué, les actions ont continué, les actions continuent encore aujourd'hui. C'est une structure qui est encore en place, qui ne fait plus exactement la même chose, mais c'est l'ensemble des actions qui ont été mises en œuvre. Si vous pouviez appuyer, puisque là, ça ne marche plus. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée sur la situation de Saint-Martin, c'est l'évaluation des dégâts après les bâtiments. Tous les bâtiments qui sont en noir, c'est tout ce qui est impacté le plus. C'est les niveaux de dégâts les plus importants. Ces cartes-là, c'est des cartes qui ont été produites par la Croix-Rouge. Alors, pas par la Croix-Rouge française, parce que j'en ai pas l'expertise. Je ne sais pas le faire aujourd'hui. C'est des cartes qui ont été faites par la Croix-Rouge néerlandaise. Pourquoi, à un moment donné, aller travailler systématiquement dans son coin, alors qu'on a un pays qui est juste à côté, qui peut déployer aussi des moyens et qui peut nous permettre d'aider. C'est des cartes qui ont été produites dans les jours qui ont suivi, que ça a été extrêmement vite, qui nous ont permis aussi de focaliser notre intervention. L'intervention auprès des personnes qu'on avait le plus besoin. En fonction de ces cartes, on voit là où les gens sont le plus, sont le plus touchés par l'ouragan, puisque malheureusement, un ouragan, ça ne touche pas toutes les zones exactement pareilles. On voit bien où c'est, et de par la connaissance du terrain, on connaît les zones où on a les personnes les plus pauvres, en plus, qui sont sur un certain nombre de zones. Bien évidemment, les zones les plus touchées sont bien souvent les zones où les gens sont les plus pauvres. C'est aussi une intervention qui a été, si vous pouvez appuyer, c'est aussi une intervention qui a été faite, qui a été divisée par secteur, où on a pu mettre différents secteurs sur l'ensemble. Différents secteurs sur l'ensemble de l'île, donc ça a été découpé en 6 secteurs. Ces secteurs étaient communs à l'ensemble des organismes. C'est des secteurs de l'État qui ont été mis en place, qu'on a tous repris. Ça nous a permis de travailler tous ensemble avec la même donne, les mêmes références, le même référentiel, etc. On a mis en place, vous parlez de distribution d'eau, donc vous retrouvez la distribution d'eau, les points de distribution d'eau sur la carte, mais il y avait aussi des points d'accueil. Point d'accueil de la population, recensement de la population, évaluation. Vous aviez aussi des points de distribution qui ont pu être mis en œuvre. C'est les 9 centres de mise à l'abri dans lesquels on a pu passer. C'est des actions au final pour 4000 ménages qui ont été mises en place avec des distributions d'hygiène, de produits d'hygiène, de nettoyage et des formations aussi. Parce que ce n'est pas le tout de distribuer à un moment donné, il faut aussi former les gens. Il faut aussi leur expliquer comment on doit faire dans ces moments-là, quels sont les bons gestes à avoir pour garder sa propre sécurité, pour ne pas tomber malade, pour ne pas être malade. C'est extrêmement important dans ces moments-là. C'est d'autant plus important que vous allez avoir la recrudescence de toute maladie possible et inimaginable, mais vous avez aussi tous les problèmes de moustiques. On est sur une zone endémique, sur du chikungunya, sur de la dengue, où il y a eu pas mal de soucis. Donc il faut aussi le prendre en compte. Donc c'est aussi des mesures à donner aux gens, à expliquer aux gens. Donc c'est de la lutte, c'est de la prévention qu'on peut mener très facilement. C'est très simple que d'aller voir les gens et de leur donner les bons messages. Et il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 heures de formation là pour le coup, mais il faut juste se donner la peine de vouloir le faire et avoir la connaissance sur les différentes actions.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le CAI en plus à l'aéroport avec 6 000 personnes accompagnées sur l'ensemble. C'est aussi l'activation du service de rétablissement des liens familiaux. C'est une des vocations de la Croix-Rouge, du mouvement Croix-Rouge. C'est travailler sur le rétablissement des liens familiaux. C'est quelque chose qui est défini dans la loi, dans les lois internationales, mais aussi dans la loi française. C'est un des domaines de la Croix-Rouge. On a pu ouvrir notre site, le site internet de rétablissement des liens familiaux, avec le partenariat du Comité international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge néerlandaise. On est sur un caillou. Pourquoi aller faire 2 sites différents? En plus, sur ce caillou, ils ont une particularité, ils parlent plus l'anglais ou le créole que le français quand même, hein. C'est aussi un des problèmes qu'on a pu rencontrer. Donc, un seul site qui permet et un seul déploiement d'officiers de recherche spécialisés dans la recherche de personnes pour pouvoir essayer de retrouver les gens qui étaient restés sans nouvelles. Alors pour le côté français, je crois que c'est 150 ou 200 demandes de mémoire. On a encore des demandes qui sont en cours d'instruction, hein. On a encore 3 personnes qui sont en train d'être recherchées avec les services de l'État. Il y a un relais, bien évidemment, avec les services de l'État. C'est fait en coordination et c'est fait avec eux. Les 12 réservoirs d'eau sanitaire, contre toute attente, ils sont encore en place, hein. Ils n'ont toujours pas de l'eau partout. Donc les 12 points sont encore en place et ça continue de fonctionner au quotidien. Saint-Martin, les chiffres clés, je vous les ai déjà donnés, grosso modo, pour vous donner un ordre d'appel. Ouais, c'était 198 demandes pour le RLF. Saint-Barthélemy, des actions aussi. Saint-Barthélemy, on n'en a pas beaucoup parlé parce que ça a été moins touché, parce que c'est beaucoup plus riche, etc. C'est sûr qu'ils ont un habitat en dur qui est beaucoup plus important, qui est moins sensible à ce type de risque, mais ils ont quand même des dégâts aussi. Ils ont des dégâts, il y a aussi des demandes. Il y a eu un centre d'accueil qui a été mis en place pendant plusieurs semaines. Il y a eu un centre d'hébergement qui a été mis en place pendant 3 semaines pour de la population d'origine de Saint-Barthélemy, mais qui ne pouvaient pas être pris en charge, et des visites à domicile auprès des personnes âgées, auprès des personnes isolées, il ne faut pas les oublier, ces gens, et des collectes et donc de la distribution de produits d'hygiène, etc., de manière tout à fait classique. Je vous passe la Guadeloupe, la Martinique. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, parce qu'on y est parti, on était présent au départ. On était présent au départ, je vous le disais tout à l'heure, on a un établissement, on avait 7 salariés sur place. Je dis on avait parce qu'en fait, on en a beaucoup plus maintenant. On avait aussi des bénévoles qui sont toujours sur place, eux, fort heureusement. C'est des projets qui ont été menés parce que dans la phase d'urgence, on a pu identifier un certain nombre de choses. On a pu travailler avec les pouvoirs publics, travailler avec la collectivité territoriale, travailler aussi avec la population, parce que ce n'est pas juste les pouvoirs publics et la collectivité territoriale qui peuvent définir quels sont les besoins. C'est aussi recueillir les besoins de la population et s'en inspirer. C'est un travail, donc c'est différents programmes. Alors, on a des petits noms magiques, hein, Écureuil, Castor. Il y avait l'opération Nemo aussi pour le WASH à un moment donné. La lutte antivectorielle. Alors, Écureuil, c'est un programme de. Je me trompe pas. Écureuil, c'est un programme d'aide en fait au travers de la distribution de bons alimentaires, donc pouvoir racheter des biens de première nécessité au sein des magasins réservés au sein des magasins côté français, parce que l'idée elle est bien évidemment refaire partir l'économie. C'est ce qui leur permettra de vivre le plus vite possible, mais aussi leur permettre de retrouver une dignité. Donc autant aller acheter des choses, mais les acheter localement et côté français. Il faut savoir que Saint-Martin, déjà au quotidien, c'est complètement déséquilibré. Les gens vont côté hollandais pour acheter à manger, pour acheter tout un tas de choses. Il y a plus de choses côté hollandais que côté français. Là, le besoin il est de faire repartir le côté français aussi. Donc c'est important d'être dans cette dynamique. Le programme Castor, c'est permettre aux gens de retrouver un habitat. Ouais, je travaille sur la couche de l'habitat, sur l'extérieur. Les sapeurs-pompiers, les renforts des différents sapeurs-pompiers de certaines associations d'agréés de sécurité civile ont travaillé sur la bâche, sur mettre des bâches notamment sur les toits. Donc nous, on va travailler sur le renforcement de ce toit, renforcement de ces bâches. C'est pareil, des bâches, ça ne se met pas n'importe comment. On en a distribué. On a l'avantage d'avoir cette expérience et des gens qui ont cette expertise. Si on explique correctement aux gens comment mettre une bâche, la bâche, elle peut tenir à des vents de 150 km/h à peu près. C'est éprouvé, mais il y a des méthodes. Les premières bâches qui ont été mises sur certains endroits, au premier cyclone, elles sont reparties, quoi. Un cyclone, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Et j'ai beau être SDI super formé ou ce que je veux, à un moment donné, ces méthodes-là, je les connais pas. Et c'est juste des fois du partage d'informations qui va permettre de le faire. Alors, il y a eu des erreurs au départ, ça a été rectifié. Et tout ça tient très largement. Maintenant, il faut aider les gens à retrouver cette dignité. Donc, ce programme, c'est aussi permettre de reconstruire son toit, permettre de reconstruire un bout de sa maison. Et donc avoir une couche extérieure et avec le programme Écureuil, avoir l'intérieur. Le WASH, c'est de l'eau, c'est eau, assainissement, hygiène. Donc ce n'est pas uniquement que distribuer de l'eau brute. C'est aussi travailler sur l'hygiène,
toute l'hygiène, tout faciliter l'hygiène, c'est aussi permettre à retrouver, aux personnes de retrouver cette dignité et de se laver, de pouvoir se laver, de pouvoir manger correctement, etc. La lutte antivectorielle, je vous en ai parlé, et ça c'est un programme qui est fait avec l'ARS de la zone. Et puis les sensibilisations, parce que la période cyclonique s'est terminée le mois de fin novembre, si je ne me trompe pas, mais elle reprend très bientôt, hein, c'est au mois de juin. C'est fin juin la période cyclonique pour cette zone. Donc il faut se dire que pour Saint-Martin, il faut que fin juin, il soit prêt à reprendre un deuxième Irma, à pouvoir se reconstruire en fonction du deuxième Irma et de ce qu'on va faire. Et ça, c'est extrêmement important que de le prendre en compte, que de pouvoir travailler dessus. C'est repositionner du matériel, parce que bien évidemment, on a séché notre matériel. Il n'y a plus de matériel sur la zone, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais il n'y a plus rien sur la zone complète. Et quand je parle de zone, ce n'est pas juste la zone française, c'est la zone Antilles. Nous, côté mouvement, on a un entrepôt qui se trouve au Panama, qui est 10 fois plus grand que celui que nous avons. Il a été complètement séché avec les différents cyclones, avec le Costa Rica, avec la Dominique, etc., etc. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur est sorti. À un moment donné, il ne fallait pas qu'il y ait une autre catastrophe, parce que de toute façon, on n'en avait pas les moyens, pour être très clair. C'est aussi des risques au quotidien sur ce territoire. Ce territoire, il est à zone sismique. Donc, OK, vous avez le problème de l'ouragan, mais vous avez aussi le problème sismique. Et il faut absolument travailler là-dessus, travailler sur cette préparation pour rendre la population plus résiliente, qui vont permettre de se prendre en compte, de se prendre en main et de répondre, de favoriser aussi l'entraide entre eux. Ça, c'est vraiment extrêmement important et c'est les programmes sur lesquels on travaille. Après, cette devise, vous l'avez déjà vue. Ce qui est important dans tout ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est 400 personnes qui sont passées sur place. 400 personnes qui ont été sur place, qui ont vécu des choses difficiles pour certains. Imaginez les 8 premiers qui sont arrivés, qui ont dormi dans un petit local, qui n'avaient pas d'eau, qui n'avaient pas de nourriture. Enfin, ils avaient ce qu'ils avaient emmené. En dehors de ça, ils n'en avaient pas. Qui ont été confinés pendant 36 heures. Une équipe de 8 qui ne se connaît pas avant de partir, qui est confinée 36 heures. Ça pose quelques questions quand même. Hein. Ça vous amène... Il y a un petit choc. Hein. Donc, c'est pas simple à vivre. C'est pas simple à vivre. Donc, ça, c'est toute la misère du monde que vous avez pu prendre, que les bénévoles ont pu prendre. Des gens qui sont venus s'exprimer auprès d'eux, tout ce qu'ils ont pu voir, les conditions difficiles sur place. Vous partez de France, il fait je ne sais plus quelle température, vous arrivez là-bas, il fait plus de 30, vous êtes après un cyclone, il fait toujours une chaleur étouffante. C'est quelque chose d'extrêmement étouffant au départ. C'est aussi la problématique des moustiques, donc vous dormez sous moustiquaire, avec des petites choses à savoir, hein, des choses simples. Ma moustiquaire, je la ferme la journée. Sinon, quand je rentre dans la moustiquaire le soir, les moustiques ils sont dedans et j'ai perdu. Et pour tout ça, il faut les accompagner, nos bénévoles, il faut les personnels qu'on a pu envoyer. C'est les accompagner, c'est les prendre en charge. Donc, c'est notre dispositif, mais en tout cas, systématiquement, c'est envoyer des référents de soutien psychologique, médecins et infirmiers sur place pour prendre en charge nos personnels. Ce n'est pas pour prendre en charge la population, c'est pour nous. C'est peut-être égoïste des fois, mais en tout cas, c'est la prise en charge de nos bénévoles qui doit être, et de nos acteurs qui doit être primordiale. Les salariés qui étaient sur la zone, qui ont vécu le cyclone, ont été évacués de la zone. Les 7 salariés sont partis de la zone. Au bout d'une période, on leur a laissé le temps de reconstruire des choses, de participer à la reconstruction, mais on les a extraits de la zone et on leur a imposé de partir. C'était un choix, c'est l'employeur qui, à un moment donné, l'employeur Croix-Rouge française, qui leur a dit « Je vous invite à une réunion en Guadeloupe et vous allez tous travailler à une réunion en Guadeloupe. » La réunion, c'était un débriefing, avec un sas de décompression, avec ensuite des vacances qui ont été offertes, qui ont été payées, avec différents partenaires pour permettre aux gens de se reconstruire et de penser à autre chose avec leur famille. C'est pas le tout d'enlever votre salarié. Si vous n'enlevez pas la famille, ça sert à rien, il est encore plus inquiet. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir là-dessus. C'était ce point-là que je voulais vraiment mettre parce que c'est vraiment le point le plus dur, c'est le retour à la normale, comment je vis après quand je viens et comment je vais pouvoir avancer et reprendre mon quotidien. Merci beaucoup. On va maintenant accueillir Marie Bonnet qui va nous parler justement du sas de décompression psychique. Merci beaucoup. Alors, avant de lancer le film, s'il vous plaît, une petite pause et je dis deux, trois mots. Tout d'abord, je remercie l'assistance qui est présente. Je voudrais rendre hommage à toutes les forces qui ont été projetées sur la zone du cyclone Irma. Il y a eu une multitude de forces. Donc, nous l'avons vu, la Croix-Rouge, d'autres associations, au niveau des forces étatiques, des CRS, des gendarmes, des pompiers. Et donc, toutes ces forces ont contribué de manière extrêmement honorable, courageuse aux travaux qui étaient à mener. Et pour ma part, je vais vous présenter le retour d'expérience d'une force parmi toutes celles-ci.
Donc, je prie d'excuser les membres qui étaient d'autres forces qui ne se sentiront peut-être pas représentés par ce que je dis. Mais voilà, en tout cas, vous allez comprendre par l'exemple ce qu'a vécu donc, des membres de la sécurité civile, à savoir l'unité d'intervention et d'instruction de la sécurité civile numéro 7, dont je suis membre, qui ont été projetés. Je vais vous expliquer ce qu'ils ont vécu au moyen d'une petite présentation et d'un petit film. Et ça sera une invitation à aller dans le workshop qui suit, où je vais vous expliquer comment a fonctionné le sas de décompression que j'ai mené pour eux en Guadeloupe. Voilà. Donc là, c'est peut-être un peu nébuleux tout ce que je vous dis, mais au fur et à mesure, ça va s'éclairer. Donc vous pouvez lancer le petit film. Merci. Donc au début, c'est sans parole et je vais parler. Et à un moment, il va y avoir du son et je me tairai. Donc je vais vous montrer quel a été le déroulé des événements depuis le cyclone à Saint-Martin jusqu'au sas de décompression psychique. Donc là, vous voyez le cyclone. Alors, je remercie Monsieur Vallée pour son excellente présentation. Je vous resitue à nouveau géographiquement la topographie des événements. Vous voyez l'énorme cyclone qui arrive sur de petites îles vulnérables qui constituent un paradis. Donc, fin août, dès le 31 août, le cyclone est annoncé, c'est-à-dire qu'on arrive à le visualiser sur les tableaux de contrôle. Et donc, il est décidé par l'État d'envoyer immédiatement des sauveteurs. Donc, devant l'imminence de la menace, on envoie 57 hommes de l'UISC-7. Vous avez vu tout à l'heure la chronologie des événements, début septembre. Hein. Eh bien, nous, le lundi 4 septembre, on organise un départ. À partir de ce moment-là, ils sont briefés, ils sont mis à la disposition des autorités locales pour intervenir immédiatement. Donc le cyclone n'est pas encore là, mais on les prépositionne. Donc on a notre unité, et donc cette unité constitue Irma 1. Il y aura beaucoup de missions Irma 1, 2, 3, 4. Et moi, je vous parle de Irma 1, c'est 57 hommes donc, qu'on envoie le 4 septembre, avec des moyens médicaux, infirmiers, de tronçonnage, de bâchage. Et donc là, j'arrête de parler, je vous laisse découvrir un petit peu. Ils arrivent et voilà ce qui se passe. L'œil du cyclone est à 8 heures des deux îles. La population a maintenant ordre de rester confinée. À la préfecture de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, située en haut d'une colline, la cellule de crise se prépare. Téléphone satellitaire, ration de survie. De quoi tenir 2 ou 3 jours en autonomie. Les baies vitrées sont fermées, des rideaux cycloniques assez importants sont baissés. La préfète Anne Lobiès est confiante. Le bâtiment répond aux normes anticycloniques. Pour moi, la préfecture était un lieu sûr. C'est la raison pour laquelle la cellule de crise y était. On commence à avoir les premiers appels de secours à Saint-Barthélemy où des gens commencent à nous appeler pour nous signaler un toit arraché, une montée des eaux. On est obligé de répondre aux gens, on ne peut pas sortir. Vous devez vous mettre à l'abri coûte que coûte. Après ces premiers appels à l'aide, le contact avec l'île voisine est perdu. On sait très bien que dès lors que Saint-Barthélemy tombe, étant à peu près à 20 km, l'approche d'Irma est imminente pour Saint-Martin. L'arrivée de l'ouragan est filmée depuis une fenêtre de la préfecture.
On commence à entendre les objets volés claquer contre les parois, contre nos fenêtres, et on sent que l'habitat lui-même est mis à mal. Il y a eu des vents à quasiment 400 km/h. 400 km/h, c'est un TGV. Le volet, à ce moment-là, il se disloque. Du coup, ça vous fait de la pression sur la baie vitrée. Donc, à un moment donné, la pression est tellement forte que la baie vitrée saute. Une porte s'arrache et vient m'écraser. Voilà. La cellule de crise dans laquelle on est en train d'être dévastée par les vents. C'est-à-dire que tout s'effondre, les choses montent au plafond. Elle est en train d'imploser, quoi. En moins de 30 minutes, au cœur du cyclone, la cellule de crise de la préfecture est soufflée. Ses 23 membres se réfugient dans une petite pièce en béton, la seule encore intacte. Les portes et les fenêtres subissent de grosses pressions. Donc vous avez des militaires d'un côté et des pompiers et sécurité civile de l'autre qui maintiennent ces ouvertures en espérant qu'elles ne cèdent pas. Et on a conscience d'une chose, c'est qu'effectivement, à tout moment, le bâti peut s'effondrer. Le risque, à mon avis, il était qu'on y laisse la vie, tout simplement. À 5h45, avant que les communications se coupent, le groupe envoie un message de détresse à la préfecture de Guadeloupe. SOS, Mayday, Mayday. Nous sommes en situation de danger imminent. Il faut attendre l'œil du cyclone. D'ici là, nous serons tous morts. Pendant 5 heures, l'ouragan sème la terreur sur Saint-Martin. En Guadeloupe, épargnée par Irma, les autorités tentent de joindre les deux îles. En vain. Alors que j'étais parti un peu me reposer pendant la nuit, on m'annonce que la préfecture est détruite et que la préfète déléguée a lancé un SOS et qu'on n'a plus de nouvelles. Donc là, j'imagine le pire. Je me dis que peut-être ils sont tous morts. En milieu de matinée, la préfète et son équipe peuvent enfin sortir du bâtiment. Tous sont indemnes. Quand on sort, on voit des dossiers partout. Voilà, le symbole de l'État est à terre. La préfecture surplombe Marigot et c'est une impression de dévastation parce que tous les toits sont partis. Et les rues sont jonchées d'arbres, les voitures sont renversées. J'ai eu l'occasion de servir à plusieurs reprises en ex-Yougoslavie, une zone de conflit, c'est-à-dire après un bombardement de plusieurs jours pour le coup. Là, sauf que là, Irma a frappé en quelques heures et a transformé notre petit paradis en un véritable chaos. « 95% des édifices sont endommagés. Irma a emporté 11 vies et blessé 247 personnes. » Voilà, donc vous avez eu un petit témoignage direct avec certains documents filmés sur smartphone à l'instant T. Et donc de manière inédite, la force que nous avons envoyée, Irma 1, a été positionnée au cœur de l'événement, comme vous avez pu le voir. Et tout en devant sécuriser des sites stratégiques et des VIP, eh bien, ils ont dû endurer le passage du cyclone. Et l'accalmie retrouvée, saisis par le spectacle de la désolation, ils ont dû, sans repos,
pendant 4 semaines, sécuriser l'île et la rendre praticable. Et dans des conditions de rusticité assez extrêmes. Nous avions dans Irma 1 notre médecin, mon médecin-chef, qui était présent entièrement pendant toute l'opération. Donc il était membre d'Irma 1. Il a soigné sur place des blessures légères. Il a fait des premiers défusings de fortune pour mettre en mots la force des événements. Et il a détecté des symptômes psychiques. Et donc, il a fait la demande d'un déclenchement de SAS, de décompression. Et également, le commandant de mission que vous aviez vu sur une photo précédente a effectué la même demande. Donc, ils ont demandé au chef de corps ce déclenchement de SAS de décompression, auquel on est rompu dans l'armée de terre. Mais en général, ce sont des missions plus longues. Afghanistan, 6 mois, et puis là, on a un SAS pour Chypre. Là, on était dans des conditions un petit peu spécifiques. Et donc, le chef de corps m'a demandé de me déclencher. Donc, on était à 1 mois des images que vous avez vues. On m'a demandé le dimanche 1er octobre de me déclencher. Donc, je suis partie en avion le lendemain matin. Je suis partie en avion sur le PC que nous avions effectué en Guadeloupe. Donc là, vous me voyez en uniforme, parce que je suis... voilà, à l'époque, j'étais lieutenant, mais je suis maintenant capitaine de cette force. On a acheminé les hommes et les femmes par bateau et avion depuis l'île de Saint-Martin pour la Guadeloupe. Et on a commencé ce SAS dès le mardi après-midi, sous un format armée de terre. Voilà, comme on avait pu le faire à Chypre pour l'Afghanistan. Et donc là, c'était une nouvelle aventure qui commençait, dont j'étais la cheville ouvrière. Le SAS de décompression psychique pour la force d'Irma 1 que nous avions envoyé dans l'œil du cyclone. Donc si vous êtes intéressé par la suite de l'histoire, je vous inviterai à venir en salle voisine. Et là, je vous expliquerai le SAS. Bien, merci beaucoup. Ce point de situation se termine. Donc effectivement, vous pouvez retrouver Marie Bonnet dans 10 minutes à peu près. Dans 10 minutes en salle 3. La salle 3, l'entrée est juste là sur votre gauche et vous en saurez donc plus sur le SAS de décompression psychique. Voilà, je ne sais pas quelle est la conférence juste après. Je sais que moi, je pars en salle 1 pour une réunion sur la résilience des populations et c'est à 15h. Voilà, merci à tous.